Bonjour, je suis David Di Giacomo, chef du service police-justice de France Info et je vais vous parler de notre nouveau podcast consacré aux coulisses de la traque de Mohamed Amra. David, peux-tu résumer qui est Mohamed Amra et pourquoi il est devenu l'homme le plus recherché de France? Il est originaire de Rouen. Il a gravi les échelons dans la criminalité au fil des années, d'abord petit délinquant et au fil du temps, il est devenu ancré dans la criminalité organisée et dans le narcobanditisme. Qu'est-ce que retrace le podcast en 8 épisodes? Dans ces 8 épisodes, nous avons vraiment voulu vous faire revivre de l'intérieur, avec les enquêteurs, les magistrats, la traque de l'ennemi public numéro 1. Il faut savoir que ça a été une enquête vraiment hors norme avec plus de 800 techniques d'enquête mises en place. Ça veut dire des centaines de lignes téléphoniques mises sur écoute. Ça veut dire des surveillances jour et nuit de plusieurs complices de Mohamed Amra. C'est vraiment une enquête incroyable qui a duré pendant 9 mois jusqu'à son arrestation finalement, non pas en France, mais à Bucarest, en Roumanie. Donc, ce qu'on va vous faire vivre au travers de ces 8 épisodes, c'est tout ce qui s'est passé pendant ces 9 mois, on va dire à partir de l'évasion du 14 mai jusqu'à son arrestation, 9 mois plus tard, le 22 février, à Bucarest. Dans l'épisode 1, Gaëlle Joly s'est rendue en Roumanie, justement. Elle est accompagnée d'un fixeur, Paul Cosignan. Pourquoi c'est important? Alors, Gaëlle s'est rendue en Roumanie, en effet, pour rencontrer les enquêteurs roumains qui ont travaillé sur les tout derniers jours, les toutes dernières heures avant que Mohamed Amra soit interpellé. Et elle était avec un fixeur, c'est important, puisque lui connaissait ses enquêteurs et il a permis à Gaëlle, justement, de faire les interviews pour France Info, pour notre podcast. Ils ont donc travaillé ensemble sur cet épisode qui retrace tout ce qui s'est passé à Bucarest, les surveillances dans la résidence de haut standing où Mohamed Amra se trouvait, les surveillances et puis l'arrestation donc alors qu'il venait de prendre un Uber et qu'il s'apprêtait à se rendre chez un barbier. Dans cet épisode, Gaëlle Joly recueille le témoignage d'un policier roumain qui fait partie de l'arrestation d'Amra. Il veut bien témoigner pour la première fois, mais avec sa voix modifiée. Pourquoi encore aujourd'hui il prend ses précautions? Alors lui, c'est vraiment un enquêteur de terrain, c'est-à-dire que ce n'est pas le chef de la police judiciaire roumaine. Donc forcément, pour lui, c'est important d'être anonyme et de ne pas apparaître, puisqu'il est chargé, je l'imagine, sans doute d'autres enquêtes sensibles dans son pays. Et donc là, il a dit « D'accord, je vous raconte comment ça s'est passé avec Mohamed Amra, mais à condition que ma voix soit modifiée et que mon nom n'apparaisse pas. » C'est assez courant pour les enquêteurs de terrain qui doivent rester le plus discret possible, tout simplement. Dans l'épisode 2, on revient sur l'évasion de Mohamed Amra. On entend à ton micro les témoignages des enquêteurs, du procureur adjoint chargé de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. On les sent marqués un an après par la violence. Est-ce que c'est ce que tu as aussi constaté? Oui, bien sûr, cette évasion a été très marquante. Déjà, ça faisait 32 ans qu'aucun agent pénitentiaire n'avait été tué. Donc ça, c'est la première chose à noter. Et puis, c'est vraiment la marque d'un narco-banditisme, on va dire, brutal, sans limite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas l'obligation de tuer ses agents pour que Mohamed Amra puisse s'enfuir. En fait, le commando est armé de Kalachnikov. Il bloque le convoi pénitentiaire à hauteur du péage avec une voiture devant, une voiture derrière. Le convoi qui transporte Mohamed Amra est pris en étau. Et à ce moment-là, ils allaient pouvoir, en mettant en joue, en menaçant les agents, le libérer. En tout cas, c'est ce qu'imaginent les enquêteurs et les magistrats, sans avoir la nécessité de tirer sur ces agents et de les abattre froidement. C'est le sentiment qu'ils ont quand ils revisionnent la scène de cette évasion qui n'a duré que 3 petites minutes. Après la Roumanie, Gaëlle Joly se rend dans les quartiers de la Sablière à Rouen pour retracer les premiers pas de Mohamed Amra. On entend que beaucoup ne souhaitent pas parler de lui. Comment ça se passe pour recueillir ce genre de témoignages? Oui, alors là, c'est vrai que ce n'était pas évident pour la journaliste Gaëlle Joly, puisqu'elle a essayé de recueillir des témoignages de personnes qui connaissent Mohamed Amra, mais tous ses proches ont refusé, c'est ce qu'elle explique dans cet épisode. D'autres en ont parlé vraiment à demi-mot, mais on sent qu'il y a une omerta autour de son nom, donc même des personnes qu'elle a vues qui le connaissaient, qui auraient pu en dire plus, ont souhaité ne pas le faire. Il y a un de ses anciens entraîneurs de boxe, mais qui a connu Mohamed Amra tout petit, quand il avait 8 ans, qui lui a accepté de lui parler. Et ensuite, on a essayé aussi de retracer un petit peu son parcours avec son avocat, Benoît David, qui nous parle également dans cet épisode. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'omerta autour de son passé à Rouen et à Évreux, et donc c'était pas évident d'avoir des témoignages
images de très proche pour essayer pourquoi on est allé voir. L'idée, c'est d'essayer d'en savoir plus sur sa personnalité. On connaît son parcours, on sait qu'il est dans la délinquance dès son plus jeune âge. Sa première condamnation, c'est à 15 ans. Il va aller un temps au centre éducatif fermé. Il va avoir 15 mentions à son casier judiciaire au moment de son évasion. Donc tout ça, on le sait via son casier judiciaire, mais on a cherché à en savoir un petit peu plus sur sa personnalité. Et pour ça, forcément, il faut rencontrer des proches. Dans le dernier épisode, et puis tu en as parlé, Pierre de Cossette revient sur l'aspect hors norme de cette enquête. 144 enquêteurs, 800 techniques d'enquête. Pourquoi ça a tant demandé? Alors oui, effectivement, il y a 800 techniques d'enquête employées. Les 140 enquêteurs de l'OCLO, qui est l'Office central de lutte contre le crime organisé, effectivement, ont travaillé à 100% sur cette évasion, mais il y a eu aussi d'autres enquêteurs de la police judiciaire. Au total, c'est plusieurs centaines d'enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire. On a choisi le titre L'enquête d'une vie pour ce 8e épisode. Pourquoi? Parce que notamment le chef de l'OCLO, dont je viens de vous parler, a dit « Moi, en 20 ans de travail dans la criminalité organisée, c'était l'enquête la plus conséquente, la plus hors norme que je n'ai jamais connue. » Donc effectivement, on a aussi dans cet épisode une avocate de partie civile, avocate qui défend la famille de l'un des agents tués, qui fait la comparaison avec l'enquête suite aux attentats du 13 novembre 2015. Et pour elle, après cette enquête sur les attentats, celle qui concerne Mohamed Amra est la plus tentaculaire qu'elle ait connue, effectivement par sa durée, par le nombre d'enquêteurs mobilisés, par tous les moyens qui ont été mis en œuvre, puisque comme ce sont 2 agents pénitentiaires qui ont été tués de sang-froid, ça a aussi rajouté de l'effroi, on va dire, et puis une détermination à retrouver les auteurs. Donc en gros, pour retrouver celui qu'on pouvait qualifier dans les médias d'ennemi public numéro 1, tous les moyens étaient mis en œuvre. Il n'y avait pas de restriction de moyens pour arriver à l'interpellation de Mohamed Amra, mais aussi d'une quarantaine de ses complices, il ne faut pas l'oublier. Si vous voulez en savoir plus, écoutez notre podcast en 8 épisodes, La traque de Mohamed Amra. Vous le retrouvez sur l'application Radio France et sur toutes les autres plateformes d'écoute.